sais, genre ta peur elle vient pas de nulle part, c'est pas juste une peur irrationnelle. Ton instinct il est bon, ce qui est pas toujours le cas chez les entrepreneurs, mais là ton instinct il est bon, bah élimine-la quoi. Élimine-la et la seule manière d'éliminer de la peur c'est d'avoir de l'info. Ok, trop cool. Salut Anthony. Salut Valentin. Salut. Alors du coup, on se retrouve pour une nouvelle Office Hour. Je suis en mode présentateur télé, c'est bizarre, je vais arrêter. Mais c'est pas grave, ça fera peut-être marrer les gens. Et voilà. Non, donc Anthony, en fait, nous on se connaît depuis quand même un moment. T'es un des utilisateurs de Coup d'État du tout début quand j'ai repris l'année dernière. Donc je suis trop content de t'avoir enfin sur une caméra. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Donc Office Hour, on va parler un peu de ton business, où t'en es, ce que tu veux faire. Bon, tu m'expliquais un petit peu tes premières problématiques. Mon but c'est de donner des conseils. Cool. Je vais essayer qu'ils soient pertinents. Voilà. Après, advienne que pourra. Raconte déjà pour expliquer un petit peu aux gens où t'en es, ce que tu fais. Genre, c'est quoi le concept de Studiomatic et tes différentes activités. Ok. Donc, moi du coup, je développe cette boîte qui s'appelle Studiomatic. À la base, je suis musicien. Il y a 6 ans, j'ai fondé un studio en fait de musique à Paris qui était ouvert 24 heures sur 24. C'était la première fois que ça se faisait sur Paris. Je l'ai fondé avec des potes, juste parce que j'avais envie de faire de la musique avec des copains. Et on a commencé à équiper ce studio. Ça s'est hyper bien passé. On a commencé à le louer aussi, sauf que j'allais ouvrir les portes moi-même. Tous les jours, je faisais des 1 heure de trajet, aller, 1 heure de retour, juste pour aller ouvrir des portes. Ça a commencé à être un peu pesant et je pouvais pas aller plus loin que ce que j'avais. Les gens commençaient à me demander des créneaux de nuit et tout ça. Donc j'ai eu l'idée de Studiomatic où en fait le but c'était de créer des studios de répétition pour les musiciens qui soient ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et que tu puisses réserver avec ton smartphone et y accéder à n'importe quelle heure. Peu importe, que tu puisses sortir de soirée juste avec tes potes et te dire putain j'irais bien jouer en studio, me faire un petit rec ou juste kiffer le moment quoi et pouvoir le faire vraiment instantanément. Ouais. Donc ta première étape ça a été avant Anyone Can Scale de scaler l'ouverture des portes des studios quoi. C'est ça ouais. Donc de me dupliquer ou d'avoir au moins un petit automate qui me permet d'ouvrir la porte. À la base c'était juste ouvrir la porte. Au début c'était même les réservations. Donc j'avais les gens qui m'envoyaient à la base des SMS. Mec, t'as pas une réservation ce soir de 18h ou mec, je peux pas venir jouer de 20h à minuit ou un truc comme ça. Donc le plus dur c'est quand les mecs te demandent de minuit à 8h du matin ou mec, y a pas une dispo cette nuit là ou des trucs comme ça, que des trucs comme ça. Donc à la base c'était les réservations. J'ai commencé par un petit site WordPress, un petit truc de réservation, les gens étaient assez contents, je me suis rendu compte que ça fonctionnait, que les gens étaient aussi capables de réserver par eux-mêmes sans avoir besoin de m'envoyer de SMS, ce qui des fois n'est pas toujours le cas avec certains icônes, mais bon. Après, c'était la porte, le problème. Donc, comment tu fais pour ouvrir une porte à distance? Je commençais à m'intéresser aux objets connectés, au dev, j'ai appris à dev pour faire ma plateforme. Et du coup, on en est arrivé à créer ce concept-là, qui est finalement un concept plus global où on veut vraiment changer la façon dont les gens interagissent avec les espaces de création artistique. Comment ils se comportent à l'intérieur, quelles expériences ils en retirent et quel genre d'outils technologiques on peut leur mettre à disposition pour décupler leur créativité. C'est vraiment le but qu'on a avec Studiomatic en fait. Donc j'ai commencé effectivement comme ça, juste les serrures. Après on a développé d'autres choses, de l'enregistrement automatisé avec de l'intelligence artificielle, ce genre de trucs. Qui est un nouveau produit qu'on a sorti là. Mais donc c'est sorti du coup? C'est sorti. Je me rappelle quand on s'est rencontrés il y a un moment, tu m'en parlais déjà. Je t'en parlais, c'était tout neuf. Donc maintenant c'est équipé dans 3 studios en France. Donc on en a un dans le mien à Pantin, un chez notre premier client et notre principal client qui est Studio Bleu, et on en a un à Montpellier aussi. Donc et on en a en attente. Malheureusement on est tombé en rupture de stock de boîtiers. Donc ça arrive. Okay. Ça arrive. Donc lourd. Donc aujourd'hui, l'offre c'est des studios dans lesquels tu peux venir à n'importe quelle heure. C'est ça. Parce que tu peux réserver en ligne et juste te pointer et avec ton code tu rentres quoi. Ouais. Cette truc d'enregistrement avec l'intelligence artificielle où tu as du coup du mixing etc. déjà intégré, c'est ça? Ouais. Donc ça te permet de pas avoir besoin d'un ingé son sur place en fait, pour faire des maquettes quoi. C'est ça, c'est des maquettes exactement. Ouais, c'est pas pour enregistrer un morceau qui va finir sur album, mais c'est pour faire des maquettes de... C'est ça ouais. En fait on s'est rendu compte moi déjà en tant que zico, ce que je faisais quand j'avais des répètes pour garder une trace de mes répétitions et bosser à la maison, soit tu prends ton téléphone, soit tu prends un enregistrement portable, genre un Zoom ou un truc comme ça, tu le mets dans ta pièce, t'as toujours plein de problèmes.
T'as toujours le problème de t'entends trop la guitare, t'entends trop la batterie. Après, tu dois sortir la carte SD, la mettre sur ton ordinateur, tu dois envoyer des fichiers de 4 gigas à tous tes potes, il faut qu'ils les téléchargent sur WeTransfer, bref. Déjà que les musiciens, nous, on est très flemmards sur ce genre de trucs. Alors là, c'était une catastrophe. T'as toute la partie, enfin, pour avoir enregistré un peu, t'as toute la partie, on va mettre des matelas contre les murs pour que ça absorbe le son, ou alors tu files dans le placard avec tes fringues parce que c'est là qu'il y a le métal. C'est ça, t'as des trucs un peu, il y a des musiciens qui poussent vraiment ça en répète en plus, et ça c'est assez ouf. Et donc, là, le parti de ce système d'enregistrement, c'est d'avoir un boîtier où les mecs, ils ont juste à prendre une option en ligne. Le pire dans tout ça, en fait, c'est que les studios vendaient à l'heure des enregistreurs Zoom. Donc, ils te louaient à l'heure, genre 3 € de l'heure. Donc on a sorti ce boîtier, en fait l'enregistrement il est à 3 € de l'heure. Okay. Donc tu payes 3 € de l'heure, sauf que ton enregistrement il se déclenche automatiquement, t'as même pas de bouton. On a déjà installé des micros dans la salle et à la fin ton son il est mixé, masterisé et découpé et tu le récupères sur ton dashboard, tu peux le télécharger et le garder à vie. Comme ça t'as juste à le partager avec tes potes, tu mets leur email et ça facilite tout ce process là qui était juste un peu chiant. Donc ça c'était votre objectif, c'est d'arriver, enfin si on veut recouper un peu avec Anyone Can Scale, je c'est une vidéo Anyone Can Scale, c'est vraiment d'arriver à scaler toute cette étape de maqueter tes sons. C'est de scaler tout ça en fait. Et donc vous le faites par du logiciel, donc vous avez automatisé l'ingé son sur les parties maquettage, en tout cas pas forcément le mixing final. Et vous avez du coup automatisé et standardisé tout le process de réservation jusqu'à tu viens enregistrer et ça te permet d'avoir un service qui finalement est encore meilleur que si tu avais un mec aux petits oignons qui était là tout le temps dispo, parce que si tu veux te taper une déterre et à l'enregistrer à 3h du mat, tu peux le faire. Ouais, tu peux le faire. L'idée c'était aussi de permettre aux régisseurs qui normalement prennent juste des réservations au téléphone d'être justement aux petits oignons. Donc d'avoir ce côté technologique qui te permet d'avoir quelque chose qui est très presque personnel des fois et tout, et qui augmente tes capacités d'avoir plus de choses et tout, mais aussi d'avoir des gens qui sont maintenant vraiment dédiés aux musiciens. C'était vraiment le truc. Et la plus grosse problématique, c'était évidemment de scaler ça. Et comment on arrive à ouvrir des studios en nombre comme ça, comment on arrive à faire en sorte que tous les accès soient corrects, que une personne puisse véritablement accéder au studio sans avoir besoin de l'aide humaine à n'importe quel moment dans le process, quoi. Ça n'a pas de sens en fait. Enfin, fondamentalement, moi quand je vois ton truc, je suis là en mode mais pourquoi je me ferais chier à appeler un studio et à leur demander bonjour, est-ce que je peux venir et tout, genre... S'ils ont des dispos et qu'ils te disent pas finalement j'ai pas de dispo, que tu dois rappeler tes potes ou des trucs comme ça. Donc voilà, ouais. Ok, donc je pense que là moi ça me permet de refaire le truc. Donc là vous avez, tu m'as dit quelques studios à Paris. Un gros client qui est Studio Bleu, donc c'est pas vos studios, non, ce ne sont pas nos studios. Genre vous avez calé votre texte sur leur studio. Exactement. C'est quoi vos nouvelles problématiques avec la rentrée? Alors, et comment je peux t'aider? Notre principale problématique, donc là en fait on essaye d'ouvrir des nouvelles villes. Donc on essaye d'ouvrir en province, notamment à Lyon. Et la plus grande problématique que j'ai, c'est que Lyon c'est une ville que je ne connais absolument pas. Ni personnellement, ni dans mon réseau. Pourquoi vous ouvrez Lyon du coup? Alors, c'est pour plein de raisons. Donc, en fait, on a fait une étude sur plein de villes. Sur plein de villes en province. Et le truc, c'est que Lyon, c'est vraiment une ville dans laquelle il y a un besoin pour les musiciens. C'est-à-dire que les prix des répétitions sont plus chers qu'à Paris, ce qui est pour moi déconnant à mort, alors que normalement le prix en province est toujours plus faible. Les studios sont toujours blindés là-bas. Ils ont une grande majorité de studios qui sont en abonnement, et il y a des listes d'attente, donc ce qui fait qu'il y a plein de musiciens qui ne trouvent pas de studio, et en plus de ça, tous les studios sont éparpillés en province, dans la banlieue de Lyon. Donc Lyon, ça restait quand même une très bonne ville dans la mesure où c'est aussi 2 heures juste pour aller, et ça reste une des plus grandes villes de France. Nous, on peut pas ouvrir à Paris aussi pour une raison très simple, c'est qu'on a des accords en fait avec les studios qu'on a à Paris de concurrence, ce genre de choses, et aussi parce que le marché est quand même assez saturé à Paris. Donc il y a vraiment, on a fait une étude sur plus d'une dizaine de grandes villes comme ça, basées sur des critères de population, de nombre d'étudiants, sur des critères d'accessibilité, sur des critères de développement de transport, de plein de choses comme ça, quoi, qui nous permettaient de dire, ok, Lyon, ça reste la ville qui est la plus facile la plus propice à l'ouverture d'un nouveau studio, en dehors de Paris en tout cas, j'entends. Donc voilà pourquoi Lyon. Et voilà, pour l'instant, la problématique, c'est que je connais pas bien le marché encore là-bas. On l'étudie de plus en plus. Ouais. Moi, je suis pas musicien lyonnais. Donc c'est le truc qui me fait peur en fait, c'est d'arriver évidemment là-bas, d'ouvrir un studio et d'avoir du mal à le remplir, ou même d'avoir des, comment dire, je sais pas si je vais avoir moins de capacité à travailler aussi sur Paris. Enfin, il y a plein de trucs où je me dis,
j'ai mis toute mon énergie sur Paris et finalement j'ai fait le studio parce que j'étais aussi beaucoup là. Donc comment on fait quand on a une ville qui n'est pas la nôtre et qu'on n'est pas véritablement sur place? Comment on fait pour que tout se passe bien et pour que tout soit vraiment comme ça avait marché sur Paris, sur le premier truc où on était dédié à ça et tout ça. Donc c'est ce genre de problématique que j'ai pour l'instant. Ok. Parce qu'en fait, bon, voilà, je vais essayer de donner un peu mon expérience. Je suis pas un expert de comment t'ouvres d'autres villes, mais je l'ai déjà fait une fois, quoi. On l'a déjà fait chez Menu Next Door avant. Ouais. Donc ma précédente boîte, pour ceux qui regardent et qui savent pas, c'était en gros un concept de food entre particuliers. Donc tu pouvais aller prendre des plats à emporter chez ton voisin, grosso modo. Et en gros, on a commencé à Bruxelles. On a fait grossir Bruxelles très fort, puis on a ouvert Paris, puis on a ouvert Londres. Ok. Et donc en fait, tu te rends compte que si tu regardes un peu les autres boîtes, genre la première méthode pour apprendre, c'est de copier ce que les autres font, tu vois, t'as deux manières de le faire. Soit tu laisses une team sur place à Paris et toi tu te barres et tu vas ouvrir la ville toi-même. Ok. Vous avez fait ça vous avec Menu Next Door? Nous on a fait un peu les deux, genre on a un peu mixé, c'était un petit peu compliqué, mais donc soit tu fais ça, donc toi tu restes sur place et t'envoies une team qui ouvre une autre ville. Ok. Soit tu fais l'inverse, c'est-à-dire moi je vais direct à Lyon. Toi tu vas à Lyon et tu laisses une team sur place, quoi. Ok. D'accord. T'as vraiment les deux choix. Et après t'as le spectre entre les deux évidemment où bah tu peux jongler et essayer de débrouiller pour que ça fonctionne, quoi. Nous chez Menu Next Door, on s'est rendu compte que bah déjà on a ouvert des villes un peu trop tôt, tu vois. On a ouvert Paris alors qu'on n'avait pas très bien compris ce qu'était la valeur qui était perçue par nos clients et ce qu'ils aimaient dans Menu Next Door, etc. Donc le reproduire dans une autre ville à distance, c'était compliqué, d'autant plus que gérer deux équipes dans deux villes différentes, ça devient tout de suite plus compliqué parce que bah, tu dois prendre le train toutes les 5 minutes, tu dois courir un peu partout et t'es là en mode bon, l'équipe à Paris elle est au top parce que je suis resté une semaine et puis tu te barres à Bruxelles. Et puis l'équipe à Bruxelles elle est au top parce que je suis resté une semaine, mais l'équipe à Paris elle est de nouveau un peu down et c'est toujours un peu compliqué. Donc ce qu'il faut c'est arriver à trouver des process qui fonctionnent. Toi aujourd'hui, à part le truc de je connais pas Lyon, je suis pas musicien à Lyon, qu'est-ce qui te fait flipper et quels moyens t'as pour tacler ce truc-là, quoi? Ce qui me fait flipper, c'est par exemple de faire fausse route sur ce qui est vraiment les besoins à Lyon. C'est ça en fait plutôt. C'est de me dire ok, je vais ouvrir des studios là-bas. Visiblement de ce que nous disent la data, c'est le mieux c'est d'ouvrir un studio dans le centre et de l'ouvrir 24 heures sur 24 parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas et parce qu'il n'y a pas de studio dans le centre. Mais en fait, ça se trouve, je vais me heurter à un truc où du genre, bah, en fait, les musiciens, ils habitent tous en banlieue de Lyon et de toute façon, quand ils font de la musique, ils font de la musique à côté de chez eux et c'est parce que personne n'habite en plein milieu de Lyon et que personne ne vient faire de la musique en plein milieu de Lyon, quoi. Et me dire, bah en fait, j'ai ouvert un studio. Parce que c'est un investissement qui est considérable, hein, ouvrir un studio, faut la sonorité, les travaux, tout ça. Et qu'en fait, bah, je me suis juste, mais genre trompé de cible. Donc c'est le genre de choses qui me fait peur, ou de me dire qu'en fait nous on fait ça pour les groupes donc de tout style de musique, mais qu'en fait la demande elle est plus des producteurs de rap qui veulent enregistrer et avoir une cabine de chant. Tu vois, donc c'est comment j'arrive à trouver justement à vraiment cibler au mieux ce besoin pour être sûr d'ouvrir le studio qui correspond à la région lyonnaise. J'imagine qu'elle fonctionne bien différemment de celle de Paris. Ouais. Donc c'était quoi ton process à Paris quand t'as lancé ton premier studio? Quand j'ai lancé mon premier studio à Baudesson, c'était très simple. C'était un peu différent en fait. On était des potes, on avait besoin d'un studio de musique et tout était trop cher à Paris. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mutualisé nos coûts juste pour faire baisser le prix des studios et pas avoir à payer des 20 balles de l'heure. Ouais. Donc après, j'ai jamais réfléchi vraiment à ces process-là en fait. C'est peut-être ça en fait. C'est ça la clé. Genre en fait c'est pas hyper compliqué dans le sens, enfin si c'est très compliqué parce qu'il faut apprendre, mais bon, enfin c'est notre job, tu vois, d'entrepreneur, c'est d'apprendre en faisant, quoi. Genre ce qui est intéressant à regarder, c'est les gens qui le font très très bien et le remettre en perspective avec ce que tu fais. Les gens qui ouvrent des villes le mieux aujourd'hui, c'est Uber. Genre Uber, ils sont ultra bons à ouvrir des villes. Airbnb aussi, mais Airbnb, il y a un truc très particulier qui est que, comme c'est des gens qui voyagent, en fait, t'as quelqu'un qui vient louer un Airbnb depuis la France à New York, il revient en France, il se dit mais pourquoi moi je peux pas louer mon appart, tu vois. Comme t'as cet effet de réseau qui est très fort chez Airbnb, que toi t'as
tu peux peut-être avoir, mais qui est un truc que tu vas observer avec le temps, c'est impossible de le prédire. Tu vois. Mais donc si tu prends Uber, en gros à la base ils ont ouvert une première ville, puis ils ont ouvert une deuxième ville, ça leur a pris 6 mois. Ok. Mais par contre, ils n'ont pas juste ouvert une deuxième ville. Ils ont ouvert une deuxième ville et ils ont conçu le playbook pour ouvrir cette ville, tu vois, en même temps. Ok, ils ont et c'est un truc qui est process, hyper important quand tu veux scaler géographiquement. C'est ce que nous on faisait aussi, tu vois. C'est comment tu fais pour streamliner, donc encore pareil, tu vois, ce qu'on parle de scale individuel dans le premier chapitre d'Anyone Can Scale, c'est comment tu fais pour standardiser la façon dont tu travailles une certaine tâche. Ben en fait, tu dois standardiser la façon dont tu ouvres une ville. Donc aujourd'hui, tu as 2 manières de le faire pour toi, qui sont regarder comment tu as ouvert Paris, te poser sur ah ouais, mais c'est quoi le job, quoi? C'est quoi le job d'ouvrir une ville? Comment on l'a fait la première fois? Alors vous avez mis plus d'1 an, tu vois, à ouvrir votre première ville et que ça tourne, mais bon, ça tourne maintenant. Ça tourne. C'est solide. Combien ça prend de temps comme en termes d'opération? Maintenant, ça me prend quasi plus rien en fait. Ça me prend 2h30, 3 heures par semaine juste pour aller faire le ménage, quoi. Donc là, toi, et onboarder des nouveaux clients, quoi. Donc là, toi, t'es déjà dans une situation où tu peux te permettre de prendre du temps à faire d'autres trucs, quoi. Carrément. Donc pose-toi la question, quoi. Comment j'ai ouvert Paris? C'était quoi les étapes? Et comment j'ai créé un playbook? Ce playbook, il va être imparfait, tu vois, c'est sûr. Genre, tu vas être là en mode, j'ai fait ça, enfin, c'est sûr que c'est un playbook qui te permet d'ouvrir une ville sur 1 an. D'accord. Et la question, c'est comment je fais pour ouvrir une deuxième ville et écrire une deuxième version de ce playbook, tu vois, qui va inclure les trucs qui sont standards entre l'ouverture des 2 villes. Tu vois, je vois. Genre, j'ai ouvert Lyon. Ce qui était commun avec l'ouverture de Paris et l'ouverture de Lyon, c'est ça. Ce qui était différent, c'est ça. Et en fait, Uber, ils font ça. Uber, ils ouvrent des villes. Donc à la base, ils ont mis 6 mois à ouvrir une deuxième ville, puis 3 mois à ouvrir la suivante, puis 2 mois. Aujourd'hui, ils ouvrent des villes en 48 heures. Ok. Parce qu'ils ont une équipe qui est dédiée à juste se poser la question de comment on fait pour ouvrir une ville le plus vite possible. Et donc ouvrir une ville, il faut bien se rendre compte que si tu veux scaler du succès et pas juste te marrer à avoir des noms de villes sur ton site, quoi, ça implique que ça marche. Donc un des trucs que tu dois mettre en place, c'est un réel objectif avec potentiellement une deadline de qu'est-ce que c'est une ville aujourd'hui qui marche pour moi. C'est quoi est-ce que tu estimes que Paris ça marche aujourd'hui? Moi j'estime que Paris ça marche aujourd'hui. Pourquoi? Ça marche parce que le taux d'occupation de la salle est quand même assez conséquent, parce que le chiffre d'affaires est largement supérieur à ce qu'on a de charges et que du coup on fait des bons bénéfices dessus, et que j'ai plus besoin d'un tenté d'action particulière pour avoir de l'acquisition aussi. Donc les gens connaissent la marque. Ça, on va dire, enfin ça roule en fait. Dans l'idée, ça roule. Donc moi c'est les critères que j'ai en fait, c'est je regarde est-ce que la salle est remplie, roule, est-ce que ça grossit? Ça grossit encore. Ça grossit encore. Après bon, on est toujours limité par le nombre d'heures qu'il y a dans une journée, malheureusement sur des business comme la location de salle. Donc plus on avance et plus les créneaux qui sont intéressants pour les gens, les 18h minuit sont pris. Donc il y a toujours un moment où le palier un petit peu moins vite, quoi. Enfin c'est plutôt comme ça. Donc là on en est à ce moment-là où on arrive à une saturation où en fait les créneaux qui restent, ça va être des créneaux de résidence de nuit ou des trucs comme ça, ce qui est moins utilisé, quoi. Mais voilà, pour moi c'est au moins me dire ok, j'ai mes 7 jours, genre tous les soirs de la semaine qui sont pris sans que j'ai vraiment besoin d'un tenté d'action marketing particulière, que j'ai besoin de dépenser trop d'argent ou trucs comme ça. C'est le critère de succès d'un studio. Donc ça c'est un critère de succès d'une ville. Donc pose-toi la question de c'est quoi les étapes qui amènent à cette situation là, quoi. Et après y a pas de secret, hein. Genre si tu veux le faire à Lyon, que ça te prend que 2h30, 3h par semaine de gérer Paris, bouge à Lyon et observe le marché. Genre en fait tu peux très bien refaire le même truc. Peut-être que tu as dans ton playbook une phase d'observation de quelles sont les habitudes de ta cible à cet endroit-là, tu vois, et te poser la question de c'est quoi les paramètres que je dois prendre en compte pour ouvrir une ville. Mais c'est le truc qui vont venir a posteriori, tu vois. Genre tu vas pas, surtout écris pas le playbook de Lyon avant d'avoir ouvert Lyon. Par contre, attends-toi à ce que ouvrir ta deuxième ville, ça te prenne quand même plus de temps qu'ouvrir ta 10e, c'est sûr. Tu vois, donc c'est pas grave si tu y passes du temps. Par contre, il faut que tu te poses la question constamment de ok, là, tu vois, si tu veux savoir s'il vaut mieux ouvrir en centre-ville ou s'il vaut mieux targeter les groupes ou les producteurs de rap,
demande-leur quoi. Directement. Annonce que tu ouvres à Lyon. De toute façon, c'est pareil, tu vois, c'est testé ton concept. Ouais. Est-ce que tu vas ouvrir un studio sans savoir si une seule personne va acheter à Lyon? Tu peux le vérifier. Genre, t'as quand même plus de chances d'avoir un product market fit maintenant que tu sais ce que tu fais, que t'as une vraie value proposition qui marche déjà à Paris, etc. Donc, annonce-le, tu vois. Tu peux très bien commencer à l'annoncer, aller à Lyon. Ça ressemble à un cycle en fait finalement. C'est le même cycle que quand tu C'est le commences à même cycle. entreprendre. Exactement. Ok, d'accord. C'est le même J'avais cycle. jamais Sauf que vraiment vu comme ça en t'as fait. des finalement. armes qui sont beaucoup plus puissantes que quand t'as démarré, tu vois. D'accord. T'es là, enfin, tu peux venir voir un mec et lui dire j'ai une idée, on va ouvrir peut-être un studio. Tu lui dis on a déjà X studio à Paris, on voudrait le refaire à Lyon, mais on veut être sûr qu'on le fasse bien pour vous et on veut vous parler à vous les musicos. Vous voulez quoi, tu vois? Ah, ok, trop cool. Okay. Vous voulez quoi? Et en fait, là, tu vas déterminer des trucs qui sont peut-être différents à Lyon. Et c'est là que cette histoire de playbook d'ouverture intervient. C'est qu'en fait, tu vas dire, en fait, la différence entre la culture musicale à Paris et à Lyon, c'est tel truc, tel truc, tel truc. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi, la culture musicale, effectivement, d'une ville n'est pas la même. De toute façon, quand tu ouvres géographiquement dans une autre ville ou dans un autre pays, tu vas te heurter en gros à deux gros problèmes qui sont le changement de culture et le changement de loi. Ok. Grosso modo, tu vois. D'accord. Alors, à Lyon, c'est pas vrai, parce que ça reste la France, tu vois. Mais par exemple, si demain, t'es un e-commerce et tu veux ouvrir, tu veux permettre de vendre tes produits en Italie, tu vas avoir des frais de douane, tu vas avoir des trucs comme ça, tu vois, tous ces petits trucs-là auxquels tu penses pas forcément et qui, du coup, te mettent des freins auxquels tu dois penser. Et donc, si tu prends ces trucs-là, genre culturellement, ça veut dire quoi d'ouvrir des studios à Lyon et de résoudre vraiment leurs problèmes? Culturellement, ça veut dire quoi d'ouvrir des studios à Paris? Et que tu te prends, je sais pas moi, 6 mois pour dire, je veux que dans 6 mois, je sois au même point à Lyon qu'à Paris, c'est-à-dire que ça tourne. Ok. Tu vas te démerder pour le faire. T'es un entrepreneur, tu vois, tu vas tâtonner, tu vas tester les trucs, tu vas parler aux gens, tu vas améliorer ton produit, tu vas lancer un premier studio. Là, vous êtes en train de lever des fonds, donc tu vas pouvoir le faire sans être en mode, t'as la force de frappe pour le faire. Teste-le, itère dessus, et quand t'arrives à ce point de succès, pose-toi en rétrospective et demande-toi, qu'est-ce que ça a pris d'ouvrir Lyon? C'est quoi les différences avec Paris? Et pour ma troisième ville, comment je vais faire pour utiliser ce playbook-là et l'améliorer? Et aller plus vite. Aller plus vite. Ok, d'accord. Et c'est ça la meilleure technique. Alors après, ça reste de la théorie, tu vois. Ouais. Ça reste de la théorie. Ouais, j'imagine qu'en pratique, il va se passer plein de trucs inattendus mais je pense que la clé de ce truc-là, c'est vraiment d'aborder l'ouverture d'une ville avec humilité. Ce que nous, on n'a pas fait chez Menu Next Door, par exemple, tu vois. D'accord. On est arrivé en mode, on a compris comment ça marchait à Bruxelles. Les Parisiens, ils sont pas tellement différents culturellement, donc ça va. C'est pas faux. Enfin, tu vois, fondamentalement, tu parles la même langue. C'est comme ça reste de grandes capitales. Ça reste de grandes capitales. C'est des gens qui vivent en ville, machin. Et en fait, tu te rends compte que entre Bruxelles, où les gens, ils sont 1 million à Bruxelles, et il y a 10 millions de personnes à Paris. À Paris, grande zone, quoi. Ouais. Déjà, ça fait une énorme diff. Ouais, carrément. Genre rien que dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que ça vaut le coup aussi de te déplacer ou alors de trouver un local qui va pouvoir te raconter, tu vois. Nous, à Londres, on avait fait ça. On avait pris Tony, qui était notre country manager UK. Et donc, le gars était local, tu vois. Et ça te permet au lieu d'aller y vivre 6 mois et de comprendre la culture toi-même, d'avoir quelqu'un qui te raconte, tu vois. Mais donc, on n'avait pas fait ça, quoi. Quand on a ouvert à Paris, une des grosses différences, c'est que moi, quand je vais à Bruxelles, aujourd'hui, je croise des gens dans la rue que je connais, tu vois. Ok. À Paris, ouais, à part autour de The Family, c'est pas pareil du tout. Ouais, c'est pas pareil, tu vois. À Bruxelles, je sais pas, enfin, tu vois, le monde de la teuf, par exemple, à Bruxelles, tu vas en boîte, t'as 4 grosses bonnes boîtes, quoi, à Bruxelles. Tu croises forcément quelqu'un que tu connais qui est en soirée en même temps que toi. Parce que la ville est petite et parce que la taille humaine le permet, quoi. Exactement. Okay. À Paris, mec, je vais en boîte, je connais son père, tu vois. La probabilité pour que tu rencontres quelqu'un que tu connais, elle est beaucoup plus faible. Exactement. Je vois ce que tu veux dire. Donc tu vois, déjà ça c'est un truc. Après à Bruxelles, il y a un phénomène culturel qui est intéressant, qui est que alors, il y a une espèce de paradoxe, tu vois, chez les politiques en Belgique, qui est qu'ils veulent absolument réduire le nombre de voitures parce que ça pollue et que ça fout le bordel dans les villes. Mais en même temps, ils mettent des primes aux entreprises pour donner des voitures de fonction. Donc bon, le serpent se mord la queue. Au-delà de ce truc-là, ça fait qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des bagnoles de fonction et tout le monde roule en bagnole à Bruxelles. Le métro, si tu caricatures, c'est une grande croix sur Bruxelles. Donc si tu habites là ou là,
D'accord. C'est dead, tu Ça, vois. c'est des choses que tu peux même pas vraiment savoir si t'es pas finalement là-bas, ou que tu n'as pas été, ou qu'on t'a pas raconté Ou en qu'on tant t'a que pas loco, et raconté. que t'as pas... Exactement, tu vois. Et en fait, Ok. ça impliquait quoi pour Menu Next Door? Ça impliquait que les gens ils rentraient du travail et aller chercher un plat à 1 kilomètre de chez eux, c'était juste un détour de 2 minutes en bagnole, c'était ok. À Paris, aller c'est pas le chercher cas. un plat à 2 stations de métro, l'enfer, tu vois. Ouais. Parce que tu dois faire un changement, ça veut dire que tu dois reprendre le métro dans l'autre sens. Enfin, vraiment, ton détour, il a pas du tout la même gueule et dans les habitudes des gens, c'est pas du tout le même, tu vois. Et on a sous-estimé ça à fond parce qu'on est arrivé en mode ouais, c'est bon, on a pigé, on a notre product market fit déjà à Bruxelles, on sait comment le refaire à Paris. Et en fait, non. Ok. Et en fait, non, à Paris, c'était beaucoup plus local. On avait quelques chefs qui marchaient, mais c'était compliqué parce que les gens sont aussi plus difficiles en termes de bouffe, etc. Donc vraiment, il faut que tu arrives, toi, à déterminer c'est pas un framework, tu vois. Je suis très obsédé en ce moment par cette... Par les frameworks. Justement pas par les frameworks, mais par Ok. le niveau au-dessus qui est les matrices. Ok, d'accord. Et donc vraiment, je discutais ça avec Momo, qui est un des users coup d'état avant-hier là. Ok. Et il me dit ouais mais mec, genre je disais ouais, moi les frameworks ça me gonfle, tu vois. Ok. Ça me gonfle parce que c'est toujours des gens qui te disent regardez moi j'ai réussi à le faire comme ça, donc faites-le Donc, pareil, ça donc, va marcher. Et tout je le suis monde là, devrait genre, faire non, comme ça. tu vois, Ok. genre, non, ça ne marche pas comme ça, on est des personnes différentes dans des contextes différents. Et il me dit mais en fait le niveau au-dessus, ce que tu essaies de faire toi, c'est des matrices. Je suis là, genre ok, c'est intéressant. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que une matrice, c'est un framework pour faire des frameworks, tu vois. Alors, D'accord. bon, ça paraît très théorique, machin, mais c'est pas bien Le compliqué. niveau d'abstraction est très, c'est très ça. élevé. Mais par contre, c'est pas très compliqué à comprendre en pratique. C'est une matrice, c'est vraiment juste un framework avec des curseurs. Tu vois? Et donc toi, ce qu'il faut que tu arrives à créer, c'est quels sont les curseurs qui font que je vais pouvoir ajuster en fonction de la culture de la ville. D'accord. Tu vois? Ok. Donc je vais lancer Lyon. Quels sont les curseurs que je dois absolument prendre en compte quand je lance une ville pour comprendre comment aborder le lancement de cette ville? Ok. Tu vois, les curseurs, ça va peut-être être à Paris, il y a beaucoup plus de gens qui enregistrent en groupe que de gens qui vont faire du rap. C'est quoi tu vois, c'est peut-être un curseur c'est quoi le nombre moyen de gens qui vont venir faire une session. Ok. Tu vois, Ça peut être aussi peut les un horaires, curseur. ça peut être aussi... Ça peut être les horaires. C'est plus une population qui enregistre la nuit, c'est plus une population qui enregistre la journée, c'est plus en périphérie de la ville, c'est plus en centre de la ville. C'est vrai que même le moyen de déplacement, en fait, il est aussi assez intéressant. Nous, par exemple, les musiciens à Paris, ils déposent leur matos dans les studios la majorité du temps parce qu'ils veulent pas se le trimballer dans le métro. Peut-être qu'à Lyon, la majorité des gens sont comme à Bruxelles et utilisent une voiture et que du coup, on n'aura peut-être pas forcément ce genre de problématique. Et Donc, ça, c'est des trucs qu'il faut que tu découvres. Et en fait, ouvrir une ville, c'est un job qui est passionnant parce que c'est un job de designer, en fait. Ok. Genre, c'est vraiment t'observes. C'est quoi les comportements des gens, tu vois? Ah, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi la journée type de mes 3 musiciens types, tu vois? Genre, dresse des personas. Enfin, c'est vraiment la même chose qu'au début. À une exception près, c'est que tu fais pas partie de la cible vraiment. Et donc, il faut que tu arrives à détacher tes besoins à toi, de leurs besoins à eux, de les regarder avec un œil neutre et de te poser la question de c'est quoi les curseurs que je dois définir avant de déjà les placer, tu vois? Et qu'est-ce qui est important pour moi pour arriver à un tel niveau de succès? Et évidemment, ta deuxième ville, ça va te prendre plus de temps que ta troisième. Au-delà des curseurs qui sont des choses variables, il y a quand même des constantes, tu penses? Ah, c'est sûr. Ok. Il y aura toujours des constantes. Ok. Il y aura toujours des constantes. Je connais pas assez ton marché pour savoir pour les dire, lesquelles, bien sûr, tu vois. Mais il y a toujours des constantes. Enfin, genre nous, chez Menu Next Door, par exemple, c'était que les gens, ils aimaient la bonne bouffe, tu vois. Ok, ça c'était votre genre, constante. Tu targetes les bons vivants, tu targetes les gens qui sont là pour bien manger, pour pas trop cher. C'était une de nos targets, tu vois. C'est un truc qui changeait pas. Donc ça veut dire que la population, finalement, elle est dans des quartiers souvent un petit peu plus riches, un petit peu plus, j'aime pas le mot valise, mais bobo, tu vois. Ok, d'accord. Ça, c'était des constantes. C'est genre comment, et du coup, ça veut dire attaquer une ville. La constante, c'est qu'on va devoir trouver le quartier qui est adapté à la culture Menu Next Door et le faire grossir à partir de là, tu vois. C'était une des constantes qu'on avait évaluées. Après, je te dis ça a posteriori, on n'a jamais fait un playbook et on a vraiment ouvert comme des brutes et c'était nimp, tu vois. Ok. Mais bon, Si c'était à refaire, tu ferais ce genre de si choses. c'était à refaire, je ferais ce genre de choses, mais en n'oubliant pas que le playbook n'est pas la priorité. La D'accord. priorité, c'est de faire marcher ta ville. Ok. Peu importe si c'est le chaos. Tu vois ce que tu me dis sur les gens, ils m'envoyaient des SMS et ils enregistraient et ils faisaient leur réservation comme ça et puis il fallait que j'aille ouvrir à 3h du mat parce que j'avais pas la clé, machin. C'est le chaos.
Aujourd'hui, tu n'auras pas à refaire ces actions-là parce que tu les as déjà scalées, tu vois. Par contre, il y a des actions que tu vas devoir refaire, quoi. La façon dont tu ouvres un studio. Comme tu dis, t'es pas sûr. Si t'es pas sûr, bah, deviens sûr et ensuite fais-le, quoi. Sinon, tu t'exposes au même problème que quand tu lances ton business pour la première fois, c'est-à-dire à faire un truc qui intéresse personne, quoi. Il y a vraiment cette notion de cycle en fait finalement. Il y a cette notion de cycle. De toute façon, une boîte c'est que ça. Une boîte c'est vraiment que des cycles, quoi. Genre au début quoi. Je l'avais pas vu comme ça. Enfin vraiment c'est monter une boîte, c'est générer imaginer un produit qui résout un problème, quoi. Générer des leads pour que ça les intéresse, prendre leur feedback, améliorer l'idée jusqu'à ce que ce soit suffisamment intéressant, et puis ensuite construire la première version, prendre du feedback. Deuxième version, prendre du feedback, troisième version, ça te fait ta boucle de feedback, comment t'améliores ton offre, quoi. Et en parallèle, tu vas mettre augmenter tes leads, tu vas mettre convertir plus de ventes, scaler des opérations, etc. Ok, ça me parle beaucoup cette image de parallèle en fait, parce que finalement tu vas avoir tes trucs d'augmenter les leads, bon bah ça c'est assez général, on va dire. T'es obligé de le faire constamment, tu vois. Et en parallèle, tu vas vraiment avoir ce cycle-là qui va être pour chaque ville, et du coup chaque ville va avoir son propre cycle de... Ok, je comprends. Enfin, en tout cas, c'est l'idée que je m'en fais pour l'instant. C'est l'idée que tu t'en fais, et après, tu vois, genre, ça vaut le coup aussi de trouver quelqu'un éventuellement sur place, tu vois, qui va être passionné de musique, qui va être. Ça, c'était une des pistes que j'avais effectivement. Avec qui tu vas pouvoir le faire, parce que c'est un job que aujourd'hui c'est très difficile parce que y a que toi qui peux le faire. Parce qu'il y a que toi qui as le background de Paris, qui donc peut comparer, commencer à mettre en place ces trucs-là. Peut-être que tu peux trouver quelqu'un qui est vraiment smart sur place, qui va te suivre dans toute cette démarche-là, qui va t'aider, machin, et tu vas pouvoir lui expliquer l'historique et tout ça, et que cette personne-là, elle pourra faire tourner la ville après toi, ou au contraire, prendre le relais et aller ouvrir d'autres villes, tu vois. D'accord, ok. Mais ça vaut le coup de transmettre. Ce skill-là, c'est un skill qui est peu utilisé, qui est un skill de faire et en même temps structurer ce que tu fais. Tu vois, ce qui est notre truc d'entrepreneur en fait. C'est ce qu'on fait tous quand on veut monter des boîtes qui scale un minimum. C'est comment on fait pour pas juste faire le job, mais se poser la question de qu'est-ce que c'est le job, comment je le package pour que quelqu'un d'autre puisse le faire à ma place. C'est là où commence en fait tout ce qui est trait aux ressources humaines et ce genre de choses. Et la construction d'une team en fait. Et la construction d'une team, mais qui pour moi, cette team, si tu veux achever des trucs exceptionnels, quoi, il faut que cette team, elle soit libre et qu'elle soit autonome, tu vois. Genre moi, c'est ce que je dis tout le temps à la team Coup d'État. Moi, Nesrine, on a fait sa rentrée il y a 2 jours, là. Je lui dis, écoute, Nesrine, elle fait le contenu chez Coup d'État. Je lui dis, écoute, c'est ta boîte, quoi. Genre, ta boîte, c'est une boîte de prod et il faut que tu nous fasses les meilleures vidéos possibles, tu vois. Anaï, la communauté, c'est sa boîte. Tu t'occupes de faire du care et tu t'occupes de faire en sorte que les gens, ils se régalent. Ça scale pas du tout et tu vas scaler très, très, très progressivement. Mais c'est ta boîte, fais-toi kiffer, quoi. Variante en produit, c'est la même chose, tu vois. Et toutes mes fâcheuses tendances à essayer de contrôler ce qu'ils font un par un, j'essaie de les casser au maximum parce que c'est en laissant les gens libres et responsables de ce qu'ils font que tu crées des vraies organisations qui fonctionnent. D'accord. Donc tu as vraiment 2 challenges en même temps, tu vois. Et c'est compliqué, mais c'est pas si dur. C'est pas si dur parce que maintenant que je t'ai dit tout ça, laisse-le dans un coin de ta tête, fais le truc, prends les opportunités, vis ta life, quoi. Genre, fais grossir ta boîte, fais marcher cette ville, et a posteriori, tu commences à structurer un minimum, etc. Mais jamais structurer en amont, quoi. Ça marche jamais. C'est ce fameux truc de premature scaling dont on parle dans la saison 1, c'est ça? Ok, d'accord, je comprends. Et c'est pas de... c'est un conseil qu'on donne tout le temps dans Anyone Can Scale, quoi. Ne standardise pas un truc que t'as pas compris ou qui marche pas. Ça sert à rien, tu vois. Standardise-moi un truc où ça cartonne, tu vois. C'est le truc le plus important, quoi. Je comprends. T'attaques pas à structurer un truc qui marche pas, jamais. Ok, d'accord. Ouais, c'est hyper intéressant. Il y avait pas mal de choses que j'avais pas vues de cet angle-là, qui me permettent d'en voir d'autres, et c'est hyper cool. Je pense que tu as raison. Je vais déjà commencer là-dessus, essayer de travailler. En fait, il faudrait même que j'aille vraiment à Lyon, voir déjà ce qui se passe, jouer avec des musiciens là-bas,
Finalement, en fait, tu vois, le studio, quand je l'ai commencé, j'ai commencé surtout à le remplir parce que j'allais jouer avec les autres zikos. J'étais en école de musique, c'était facile. J'allais dans les jams, ah, j'ai un studio, on va jouer. Et après, ça devient des clients, donc peut-être un truc pareil aussi. Moi, je pense que tu peux refaire ça. Hein. Ouais, ça me fera kiffer. Bah, en plus, c'est de la balle, tu vois, genre, c'est trop bien. Je vais aller boire des bières avec des gens là-bas et on va faire de la musique. T'as envie de les aider à pouvoir faire de la musique mieux, ils vont être contents. Enfin, ouais, c'est cool. Teste ça, quoi. Observe ton deuxième marché et avance, quoi. Mais tu vois, genre toutes ces peurs de est-ce que ça va pas marcher, etc., elles sont là à raison, parce que tu sais, hein, genre t'as la bonne approche, ça fait 1 an que tu fais ce truc, moi je vois ta progression, c'est un délire, tu vois. Chaque fois je suis là, genre putain, je suis si fier de toi, tu vois, c'est trop bien. Cool, merci. Et donc tu sais, genre ta peur, elle vient pas de nulle part, c'est pas juste une peur irrationnelle. Ton instinct, il est bon, ce qui est pas toujours le cas chez les entrepreneurs, mais là ton instinct, il est bon. Bah élimine-la, quoi. Élimine-la, et la seule manière d'éliminer de la peur, c'est d'avoir de l'info. Ok, trop cool. Et super de créer des plans, quoi. Gengis Khan. Non mais enfin c'est ça l'idée, quoi. Genre en vrai, de quoi les gens ont peur? Les gens, ils ont toujours peur de ce qu'ils connaissent pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre les gens les plus racistes, c'est les gens qui voient jamais un Renoir dans leur life, tu vois. Ouais, et qui connaissent pas, en fait. Bien sûr. Quand tu connais pas, t'as peur. C'est la désinformation qui fait la peur, ouais. Bah du coup, informe-toi, apprends des trucs sur comment Lyon fonctionne, et tu vas voir que ça va tout de suite devenir plus naturel, quoi. Plus limpide et tout ça. Ok. Et ça se streamline. Genre ce que tu vas faire naturellement à jouer avec des icos et boire des bières, sur ta 3e ville, tu sauras déjà... alors, qu'est-ce qu'on cherche, quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Comment on étudie? Paf. C'est que ta 3e ville, tu l'ouvriras en 2 mois, tu vois. Ce serait cool. Ce serait énorme. Mais ok. Je vois le truc. Une chose à la fois, quoi. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. Avec trop plaisir, mec. Et puis, bon courage. Merci à toi.